Excellent réveil à tous, ravi de vous retrouver ce matin en direct des studios de Canal Algérie. Ce matin, nous allons parler de prévention de différentes manières. Bien sûr, en prévision de la saison hivernale, différentes campagnes nationales ont été lancées en faveur, entre autres, de la vaccination contre la grippe. Et justement à cet effet, nous avons le plaisir et l'honneur ce matin de recevoir le professeur Douagui ainsi que le docteur Linda Sekfali pour nous éclairer sur tout ce qui relève de la grippe et tout ce qui constitue en elle un danger pour la santé du citoyen. Et puis, nous aurons l'occasion de revenir avec Hosna Zubeiri sur les dangers de la route. Oui, bien sûr, lorsque la chaussée est glissante, cela est vraiment le motif principal ou la cause principale des accidents de la route dont nous parlera donc Hosna Zubeiri ce matin, ainsi que la manière aussi de prévenir ou de protéger la vie humaine par le biais du secourisme, nous dirons. Et en parlant de secourisme, ils excellent en la matière. Il s'agit de la protection civile aujourd'hui représentée par le commandant donc Nassim Barnaoui, qui nous parlera justement de la campagne lancée déjà depuis le mois d'octobre dernier en faveur justement de la prévention contre les dangers du monoxyde de carbone. Ce matin, nous aurons aussi le plaisir de recevoir Nassim, un autre Nassim, oui, mais Nassim Bachali cette fois-ci. Il s'agit de Nassim London, donc c'est son nom de scène. Il est chanteur de rail, il est auteur et compositeur, et puis il habite au Royaume-Uni. Il a tenu à témoigner de ce qui se déroule actuellement au Royaume-Uni en faveur justement de la Palestine. Il a tenu aussi à exprimer toute sa solidarité au peuple ghazaoui ce matin. Dans cette matinale, nous ouvrirons aussi une page tourisme, une page pour parler du thermalisme chez nous, à l'occasion de la tenue d'un forum international à Sétif cette semaine, avec la présence de Monsieur le ministre de Tourisme et de l'Artisanat, qui a mis en relief tous les atouts touristique en matière de thermalisme. Nous comptons en Algérie pas moins de 282 sources très profitables à la santé du citoyen, donc qui est aussi profitable à l'investissement. Donc nous parlerons de tous ces aspects avec le représentant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat ce matin. Encore une fois, merci d'être avec nous, mesdames, messieurs, et tout de suite, un point météo pour découvrir les nouvelles du ciel ce matin avec Mina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mina, bonjour. Bonjour Adia, bonjour à tous. Ça va? Ça va. Vous arrivez à dormir avec tout ce qui se passe? C'est difficile. C'est difficile. On y pense tout le temps, on y pense tous les jours, chaque heure, chaque seconde, on y pense. Oui, on se lève en visionnant des vidéos qui font mal au cœur, qui nous rendent très Même pas besoin de voir des vidéos pour avoir mal au cœur. Oui. Rien que d'y penser, de suivre un petit peu l'évolution, de se dire que on peut rien faire en fait. Ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'impuissance est très difficile à gérer. Oui, on est quand même là le matin pour travailler. On essaie d'être là, exactement. Et bien sûr, nos frères palestiniens ne peuvent plus le faire, hélas. Tout à fait. C'est ce qui nous amène tous les jours à avoir une pensée pieuse pour ces populations qui souffrent le martyre en ce moment à Gaza. Donc vraiment, voilà, nous inclinons face à tous ces martyrs de la bande de Gaza. Bon, on va donner quand même la météo chez nous. Exactement. Peut-être qu'il faudra la donner aussi en Palestine un de ces jours. On le fera. Oui. Oui. Rien que pour le plaisir de voir la carte. Oui, franchement, oui. Ce serait bien. Merci. Alors, allez-y, Mina. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Excellent réveil. Eh bien, un ciel passagèrement nuageux sur l'ensemble des régions nord avec quelques gouttes de pluie pour cette journée à l'ouest, au centre. Sur la partie est, on notera des pluies à partir de la soirée, des pluies parfois accompagnées d'orages. Sur la partie sud, un ciel plutôt dégagé, notamment sur le nord Sahara, la Saoura, le Sahara central et l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera
Sur la moitié nord, des températures qui vont varier entre 22 et 24 degrés. On notera vers les régions intérieures un minimum de 16 degrés à Rilizan, 18 degrés à Tizi Ouzou, 26 degrés à Constantine. On notera 34 degrés à Ghardaïa, 26 degrés à Béchar, 30 degrés à Tindouf, 38 à Darar Insalah et enfin 37 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer agitée à l'ouest et à l'est du pays, calme un peu agitée cette fois-ci sur le centre avec des vents entre 30 et 40 km/h vers les côtes ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 20 km/h sur la partie est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup Mina Habib pour tous ces détails. Merci également à ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Tout de suite, une première chanson avec Maher Zain qui interprète Palestine Will Be Free. En cette saison hivernale, ça va être encore plus rude et plus difficile pour les enfants de Gaza et pour toute la population palestinienne donc, qui subit l'impensable actuellement. Et ils sont déjà dépourvus de moyens de chauffage et ça va être pire, j'imagine. Bien sûr, c'est difficile de décrocher de l'actualité, mais nous allons ouvrir quand même cette parenthèse santé. Mais bien sûr, les invités pourront s'exprimer aussi, parce que c'est vrai que notre tribune le permet par rapport à cette situation à Gaza et bien sûr par rapport à l'avènement de la grippe saisonnière. Bien sûr, on va parler des dangers de la grippe aujourd'hui, de la meilleure manière de prévenir et de se préparer à cette saison qui arrive et qui amène avec elle tout son lot de virus. Alors, bienvenue aujourd'hui au professeur Linda Sekfali, qui est donc professeur en pédiatrie au CHU Mustapha Pacha. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors bonjour, bonjour à tous. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est de vif intérêt et d'actualité, surtout en ces derniers temps où il y a une baisse importante de la température. On voit arriver les virus, notamment la grippe et en particulier la bronchiolite chez le nourrice. Très bien, on a compris. Le professeur va surtout nous parler de la grippe chez l'enfant, pendant que le professeur donc Habib Douagui, donc il est professeur associé au CHU de Bni Messous, également président de la Société algérienne et africaine également d'allergologie et d'immunologie clinique. Il est également sénateur du tiers présidentiel. On est ravis de le recevoir. Bonjour docteur. Bonjour madame. Permettez-moi d'avoir tout d'abord une pieuse pensée à nos frères palestiniens qui sont sous le déluge d'un crime contre l'humanité. Et je lance un appel à tout le corps médical, à tous les hôpitaux des pays arabes, frères et amis, pour se préparer à recevoir les nombreux malades blessés, les malades à opérer. Donc c'est un appel que je fais à toutes les bonnes volontés du monde médical pour se préparer à recevoir nos frères palestiniens, enfants, femmes. Il y a actuellement 50 000 femmes enceintes à Gaza qui n'ont aucun soin. Il y a des milliers d'enfants et qui sont blessés avec des brûlures à 70%. Et donc c'est un appel que je fais à toutes les bonnes volontés, à tous les hôpitaux, à tous les médecins, d'être prêts pour recevoir nos frères palestiniens. Vous l'avez déjà fait en Irak, vous-même, avec toute une équipe de médecins qui s'étaient déplacés sur les lieux en temps de guerre. J'ai eu l'honneur, pendant le désastre qu'il y a eu en Irak, de partir avec une délégation médicale. Et nous avons été sur place et nous avons constaté les terribles constats d'un pays sous embargo, pas de médicaments, des malades, des enfants qui meurent parce qu'il n'y avait pas de traitement antibiotique, pas de chimiothérapie. La situation à Gaza est encore pire en ce moment. Absolument. Et je pense que le monde doit s'élever contre cette infamie et contre ce crime contre l'humanité. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous, professeur Habib Douagui. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler de prévention et de protection de la santé du citoyen, notamment par rapport au virus de la grippe. On se dit toujours que c'est un virus auquel on est habitué, mais est-ce qu'il continue de tuer? Chaque année, il y a à peu près 1 milliard de cas de grippe saisonnière, toutes les années. Parmi ces milliards de cas, il y a 3 à 5 millions de formes très sévères.
C'est une maladie infectieuse qui est une maladie virale saisonnière, c'est la période auto-hivernale. Et vous avez un élément très important, c'est que soudainement, à cause d'un virus qu'on appelle myxovirus influenzé, le malade subitement a une symptomatologie de grippe qui est connue. Il tousse, il a de la fièvre, il a un malaise général, il a un mal de gorge, il a des douleurs articulaires, musculaires, il a une fatigue qui sont les symptômes de la grippe. Il faut tout de suite dire que dans plus de 90% des cas, des formes de la grippe, ce sont des formes bénignes qui s'estompent, qui guérissent presque sans traitement, avec un repos à la maison, avec une hydratation, avec de temps en temps un traitement symptomatique pour traiter les céphalées, signe que j'ai oublié tout à l'heure, ou pour traiter la fièvre. Mais dans 90% des cas, ce sont des formes bénignes. Et le problème en ce moment... Il reste quand même un pourcentage où elle devient dangereuse. Absolument. Dans quel, vous avez tout à fait raison, quels sont le terrain, quels sont les terrains particuliers où cette forme de grippe peut être particulièrement sévère. Ce sont les enfants de moins de 5 ans, le professeur Sekhvali en parlera mieux que moi. Ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont également toutes les personnes qui ont une pathologie chronique, type asthme bronchique, type pathologie respiratoire chronique induite par le tabac, bronchite chronique obstructive, tous les malades qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, les malades qui sont sous chimiothérapie, donc tous les cancéreux, malades sous chimiothérapie, malades qui sont sous immunosuppresseurs, qui ont des traitements au long cours les anti-TNF notamment. Oui. Et ne pas oublier le personnel de santé, qui est un facteur de risque. Pourquoi ? Parce qu'il reçoit beaucoup de malades, mais surtout, il est important, on en parlera tout à l'heure si vous le permettez, de le protéger, parce que si le personnel de santé est malade face à une épidémie, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà un petit peu les grandes lignes. Je voudrais insister sur un élément important. Ce pourcentage qu'on vient de citer, le plus faible pourcentage bien sûr, est appelé à la vaccination, n'est-ce pas ? Tout le monde est concerné par cette vaccination, mais ces sujets en particulier en priorité. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et toutes les pathologies chroniques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Absolument. Plus les personnels de santé, parce que les personnels de santé sont au front devant une épidémie, donc il faut les préserver et préserver la famille. Je voudrais insister sur un point qui est important que l'auditoire doit comprendre. Il faut se vacciner toutes les années. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une mutation génétique. Absolument. Les souches changent. Et il y a aujourd'hui un grand système mondial sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle le Global Influenza Surveillance and Response System, qui est une surveillance mondiale de la grippe. Il y a 4 centres internationaux, Atlanta, Londres, Melbourne en Australie et Tokyo. Et il y a 118 centres qui surveillent l'évolution de l'activité de ces virus myxovirus influenzé dans 118 centres dans 87 pays, dont l'Algérie. Donc tout cela pour surveiller les mutations et l'évolution de ces virus qui changent chaque année. Et le vaccin, on en parlera tout à l'heure, ce sont les souches qui ont été étudiées par la surveillance mondiale de l'OMS qui vont être utilisées pour l'année prochaine dans ce système de surveillance mondiale de la grippe, qui est un système auquel participe l'Algérie. Vous parlez de mutation virale, donc ça me tend une très belle perche pour parler de Covid. La Covid-19 est toujours là, donc on est bien sûr face au dernier mutant, on dira. Mais c'est vrai que souvent, les personnes que l'on rencontre qui parlent, qui se présentent comme étant grippées, ne passent pas le test. C'est une question fondamentale que vous avez posée aujourd'hui, parce que nous sommes en face d'une situation de grippe saisonnière, mais également d'un virus Covid-19 qui est toujours présent chez nous. Alors, le drame, c'est que les manifestations cliniques de la grippe et les manifestations cliniques du Covid sont pratiquement les mêmes. Il y a quelques petits éléments que sont la perte de l'odorat et la perte du goût et quelques
signes digestifs qui sont plus importants dans le Covid. Et un élément très important sur lequel il faut insister, c'est une fatigue extrême du Covid qui est spécifique au Covid. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité, il ne faut pas le faire d'ailleurs, de chercher dans les formes bénignes si c'est du Covid ou si c'est de la grippe. Mais, et c'est ça qui est très important, devant une forme sévère de la grippe, un malade qui a des problèmes respiratoires, un problème de gorge, un problème respiratoire sévère, il faut absolument à ce moment-là voir un médecin qui doit véritablement chercher si c'est un Covid-19 en demandant un test au Covid uniquement dans les formes sévères, j'insiste beaucoup, uniquement dans les formes sévères, faire un test de Covid et faire une radiographie pulmonaire ou un scanner pour éliminer une forme sévère du Covid-19 dont le traitement est totalement différent du traitement. Voilà, j'allais vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit justement faire la distinction entre les deux? C'est peut-être par rapport au traitement. Je pense que le diagnostic peut prêter à confusion. En revanche, le traitement est différent. Vous pouvez répondre, professeur. Alors oui, en effet, pour la Covid-19, j'ai parlé particulièrement de l'enfant vu que je suis pédiatre. Comme vient de le dire monsieur le professeur Douagui, en effet, sur le plan clinique, sur le plan symptomatologie, c'est quasiment similaire. En revanche, il est très très important, voire même primordial, de poser le diagnostic, d'identifier s'il s'agit bien d'un Covid, d'un SARS-CoV-2 ou bien d'un virus mixo-influenzé, dans le cadre des formes sévères. Pourquoi? Eh bien, en raison de la prise en charge qui va être optimale en fonction qu'il s'agisse d'un Covid ou pas. Par exemple, pour les Covid de forme sévère qui nécessitent notamment une hospitalisation en unité de soins intensifs chez l'enfant, eh bien, vous avez un protocole, des directives nationales, ministérielles qui sont appliquées, qui sont totalement différent de la prise en charge d'une grippe malgré le fait qu'elle soit très sévère. Donc c'est très très important car la prise en charge est fonction de la situation et du virus en question. Admettons qu'on ne suive pas ces consignes, professeur Douagui, et que l'on fasse soit de l'automédication, soit qu'on prenne un traitement de la grippe à la place de celui du Covid. Qu'arrive-t-il au sujet? Quelles sont les conséquences? Je ne leur conseille pas. Encore une fois, dans 90% des cas, que ce soit du Covid ou que de la grippe, c'est souvent bénin. Donc ça passe avec un peu de fatigue, un peu de fièvre, on prend du paracétamol et ça passe au bout d'une semaine, 10 jours. Mais nous insistons, le professeur Sekhvali et moi-même, sur les formes graves. Dès qu'un malade se sent mal, dès qu'un malade sent qu'il a un problème de malaise grave, qu'il a des problèmes respiratoires sévères, qu'il n'arrive pas à respirer, qu'il se sent mal, il doit absolument voir en urgence un médecin généraliste qui doit faire le diagnostic, demander un test Covid et dans les formes sévères, ne pas attendre un médecin généraliste et aller directement dans une unité d'hospitalisation au niveau du service d'urgence. Là, dans ce service, on fait un test Covid, c'est négatif, tant mieux, c'est une forme sévère de grippe, on la traite. C'est du Covid, c'est une hospitalisation et les traitements sont différents. Il va falloir mettre en place une corticothérapie, de la réanimation, etc. Merci, professeur Douagui. En parlant de différence, il y a aussi une différence à mettre en avant par rapport à l'avènement de la grippe chez l'enfant. Et bien sûr, il y a beaucoup d'enfants de moins de 5 ans qui sont vraiment en danger, n'est-ce pas? Par rapport à cette manifestation de la bronchiolite chez l'enfant. Oui. Alors, il faut savoir avant toute chose que l'enfant est plus susceptible, il est plus enclin à contracter le virus de la grippe comme d'autres virus respiratoires, notamment le virus respiratoire syncytial puisqu'on parle de bronchiolite. Et il est vraiment, vu le système immunitaire, le jeune âge, donc il est vraiment plus susceptible à le faire. Donc, on a beaucoup plus d'enfants qui contractent la grippe. Aussi, c'est des vecteurs dans la transmission de la grippe dans la population. Il ne faut pas oublier ça. Du coup, les conseils à donner aux parents, c'est devant toute obstruction nasale, commencer d'ores et déjà à faire des obstructions douces et fréquentes. En maniant l'enfant avec douceur, en décubitus dorsal, en le mettant sous le dos, en tournant la tête, en instillant quelques gouttes de sérum de la narine supérieure, ça descend au niveau de la narine inférieure. Faire tout ça avant de l'allaiter, avant de donner l'alimentation. Pourquoi? En faisant ça, eh bien, on va empêcher la
propagation de ce virus-là, que ce soit le virus de la grippe ou le virus respiratoire syncytial pour la bronchiolite, et empêcher sa propagation et donner lieu à la bronchiolite, à la phase vraiment d'état de bronchiolite. On peut d'ores et déjà conseiller ça. Aussi, il faut alerter les parents. En cas de cette obstruction nasale, si au bout de 24 heures, vous voyez que votre enfant a du mal à respirer, vous entendez un petit sifflement, ne pas hésiter à aller consulter, surtout en ces temps où la température est vraiment basse, où les virus respiratoires sévissent. Donc il faut consulter, il faudrait qu'un diagnostic soit posé et qu'un traitement soit institué. Il faut savoir que comme c'est une infection virale, donc le traitement va être symptomatique. Ça va être la désobstruction, ça va être donner beaucoup à boire à l'enfant, l'hydrater, fractionner les repas, ça va l'aider. Il y a une position particulière. Libérer les bronches même par le biais de la kinésithérapie. Alors la kinésithérapie, on est revenu là-dessus ces dernières années. Elle n'est plus d'indication d'emblée. Elle est réservée vraiment à des formes particulières où on a une pathologie pulmonaire chronique, où il y a une mauvaise clearance, où l'enfant ne peut pas de lui-même gérer ça. Mais sinon, dans la bronchiolite, c'est vraiment la désobstruction douce, c'est une bonne hydratation, le fractionnement des repas et apprendre aux parents quels sont les signes d'alarme qui doivent imposer une consultation. Le fait que leur ration journalière diminue, qu'ils ne prennent pas autant le biberon comme avant, qu'ils soient fatigués, qu'ils aient des vomissements, parfois de la diarrhée, qu'il y ait vraiment une accélération très importante, changement de couleur, autour de la bouche ça devient bleu. Tout ça c'est des signes d'alarme. Et donc, à quel âge doit-on vacciner l'enfant? Alors, il faut savoir que la vaccination, c'est à partir de 6 mois. À partir de 6 mois, et dans nos recommandations nationales pour la bronchiolite, les recommandations algériennes, eh bien, on préconise de vacciner tout nourrissant à partir de l'âge de 6 mois, dès lors qu'on a des facteurs de risque. Alors, c'est quoi ces facteurs de risque? Par exemple, si c'est un ancien prématuré qui est né avant 35 semaines, si c'est un enfant qui souffre de pathologie cardiaque, de pathologie pulmonaire, de pathologie neuromusculaire, d'un déficit dans son immunité, là, la vaccination, elle est de mise à partir de 6 mois. Et pour les jeunes... Jusqu'à quel âge? Alors, il n'y a pas d'âge limite, jusqu'à 17 ans révolu. Mais il faut savoir que chez les moins de 6 mois, on pose parfois la question, et chez les moins de 6 mois, comment faire? Eh bien, c'est la vaccination de l'entourage proche qui va protéger voilà, le bébé. Exactement, procurer une protection. Merci. Professeur Douagui, on termine. Mais alors, brièvement sur cette dernière question, est-ce que tout le monde peut se vacciner? Est-ce que le vaccin nécessite des précautions au préalable? Alors oui, la seule précaution, et d'ailleurs j'étais récemment en France et j'ai assisté à une vaccination dans une pharmacie, j'étais là pour acheter des médicaments et le pharmacien a vacciné devant moi la personne sans poser une question. Et je suis intervenu à ce moment, je lui ai dit, mais s'il était allergique à l'œuf, comment vous auriez fait? La seule indication, la seule contre-indication de la vaccination antigrippale, c'est une allergie à l'œuf, parce que le vaccin, il est constitué avec la base d'œuf. Avec les constituants de l'œuf. Voilà. Sinon, très bien. nous insistons simplement sur les personnes âgées et les personnes à risque, les femmes enceintes, les personnels de santé et les enfants de moins de 5 ans. C'est une vaccination qui n'entraîne aucun effet. On connaît maintenant depuis 60 ans les qualités et les effets bénéfiques de la vaccination. Donc j'appelle toutes ces personnes à se faire vacciner en urgence absolue. Merci infiniment, professeur Douagui. Je rappelle que vous êtes professeur associé au CHU de Nemsous, également président de la Société algérienne et africaine également d'allergologie et d'immunologie clinique. J'y arrive. Vous êtes également sénateur du tiers présidentiel. On a été ravis de vous recevoir. Et merci également au professeur Linda Sekfali, pédiatre, plutôt professeur en pédiatrie au CHU de Mustapha Pacha, pour cet excellent éclairage ce matin. Merci à tous ceux qui nous suivent également. Donc, merci infiniment. Mais merci à tous ceux qui nous suivent depuis ce matin. Tout de suite, nous allons mettre le cap sur l'antique César et Cherchel en l'occurrence. Une visite que nous offre notre collègue Sophia Chouban et nous revenons juste après. Merci. Annaba. Cette ville millénaire par excellence a une histoire riche en conquêtes et en événements. En 1100 avant Jésus-Christ, les Phéniciens s'y sont installés et y ont développé de multiples commerces. Une colonie qui a subi des influences carthaginoises en matière de mœurs,
de langue et de religion. La langue punique est restée parlée jusqu'au 5e siècle, attestée par les écrits de saint Augustin. Mais il y a quelques textes aussi littéraires de cette époque qui relatent l'expédition du général Agathocle de Syracuse qui a attaqué la ville d'Hippone au IVe siècle. Plus tard, les Numides ont conquis la ville et lui ont donné ses lettres de noblesse sous le règne de Massinissa et ses successeurs, une cité royale qu'on appelait Hippo-Régus. Transformée vers le IVe siècle avant Jésus-Christ en ville méditerranéenne, l'antique Hippo-Régus a été aussi colonisée par les Romains et en 46 avant Jésus-Christ, Rome a créé Africanova. Mais rattachée à la Maurétanie césarienne, elle se disputait une place privilégiée pour la bourgeoisie romaine. Mais aujourd'hui, que reste-t-il du réservoir archéologique phénicien, punique, numide, romain et néo-romain? On ne peut pas amputer de cette période la période numide, qui semble qu'Hippone était la résidence favorite pour les rois numides au IIe siècle avant. Il y a quelques éléments de l'architecture, des éléments architectoniques justement qui attestent cette période, notamment un chapiteau, des stèles libyques. En levant les yeux sur les hauteurs de la colline, on découvrira la grande basilique où prêchait saint Augustin, évêque du IIIe siècle après Jésus-Christ, et ô combien d'écrivains et d'historiens grecs et romains ont été séduits par cette contrée. Cette promenade à Naba va nous mener au pied du site de l'Olivier à Sougaros, où a été bâtie à Tagaste la Maison de Dieu, à la mémoire de l'humaniste savant et homme de dialogue saint Augustin. Voilà, ravi actuellement après ce beau périple et voyage dans l'antique Hippone avec justement notre amie Sophia Chouban. Donc nous retrouvons tout de suite un autre invité pour parler d'un volet différent. On sort de la prévention pour parler de promotion touristique, bien sûr, un tourisme particulier. En l'occurrence, il s'agit du thermalisme qui a vraiment son importance en Algérie, puisque nous avons vraiment un potentiel avéré qui a été mis en relief d'ailleurs cette semaine par le ministre justement du tourisme et de l'artisanat. C'était à Sétif à l'occasion du forum international dédié au thermalisme, mais avec des experts internationaux qui ont pris part à cet événement. Pour en parler, pour revenir sur l'événement, mais aussi sur les richesses en termes de thermalisme, nous avons le plaisir de recevoir ce matin donc Abdelhamid Telghini. Donc il est chef de cabinet et il est chargé justement de la promotion de notre tourisme auprès du ministre du tourisme et de l'artisanat. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir. Quand il s'agit vraiment de mettre en relief et en avant, on a plaisir à vous recevoir, Monsieur Telghini, donc, puisque nous l'avons fait à l'occasion d'un partenariat très intéressant avec l'Union européenne tout récemment. Oui. Et puis aujourd'hui, nous revenons pour parler de l'importance confère aujourd'hui le ministère à ce volet particulier, le thermalisme. Effectivement, c'est vrai que le tourisme doit se construire sur un principe de résilience, donc nous ne devons pas avoir un seul produit ou un produit unique, mais il faudra diversifier et avoir une multitude de produits pour répondre d'abord à la demande nationale, puis aller vers la demande étrangère qui est de plus en plus présente et on reçoit donc beaucoup de demandes dans ce domaine, mais
par manque d'infrastructures, donc nous ne pouvons pas, pouvons pas satisfaire toutes ces demandes. Donc pour la demande algérienne, nous avons déjà un petit parc donc de stations thermales et thalassothérapie aussi notamment. Mais donc ce séminaire qui a été donc organisé à Sétif la semaine passée, donc c'est un séminaire qui a été organisé pour justement booster un peu cette branche et surtout capter les investissements avec les nouvelles incitations accordées par le Code de l'investissement, la nouvelle loi sur l'investissement, pour laquelle le président de la République insiste beaucoup pour capter les IDE et aller vers des projets d'envergure et surtout valoriser les ressources thermales qui sont d'une grande richesse au niveau de notre territoire. Nous recensons pas moins de 282 sources au niveau territorial. Donc plus de la moitié sont au niveau de la partie nord de notre pays. Oui, près et de 60% quand voilà. même dans la sphère Oui, nord oui. de notre territoire. Et le côté est surtout, donc c'est le côté qui est le plus favorable à ce genre de sources. Mais nous avons... Et déjà, point de vue de température, ça augmente. Et ça augmente, ça diffère en c'est termes de plus en plus chaud, plus on s'approche de l'Est, effectivement. Nous avons le cas de Guelma, par exemple, où l'eau émerge à 93 degrés, donc il faudra c'est-à-dire il faut On a cuit des refroidir. œufs sur cette eau plusieurs fois avec le justement. papa. Je n'ai pas Effectivement. goûté, mais Moi, je l'ai fait. sûrement c'est bon. Et ça se fait en un clin d'œil, on a des œufs, voilà. Ça prêt à bouillonne consommer. donc au niveau de la source qui émerge naturellement. Donc je pense que cette branche thermale, aux côtés des autres branches, le thermalisme, peut constituer une source donc de revenus très importante pour notre pays. Voilà, on a parlé de la chaleur, c'est vrai qu'elle est très convoitée, cette chaleur, elle est bien pour les curistes, mais il y a au-delà de la chaleur tous ces minéraux qui sont absorbés par cette eau qui parcourt tous les sédiments qui sont autour et qui se procurent des minéraux de toute cette roche environnante et ce qui confère de la valeur à cette eau aussi. On citera par exemple l'eau de Hammam Gergour qui est vraiment très très recommandée sur le plan sanitaire. Oui, je pense que chaque source, j'ai dit qu'il y a plus de 282 sources, donc chaque source a ses propres caractéristiques. Absolument. Donc il y a le côté, c'est-à-dire au niveau dermatologique, il y a au niveau de la respiration, donc je pense que chaque source peut contribuer donc à améliorer la santé de l'être humain, mais aussi nous voulons surtout développer la partie bien-être, la partie ludique, la partie loisir de ces ressources, parce que nous considérons que la source thermale est un moyen de détente et de bien-être pour la santé humaine. Nombreux sont les pays qui ont pris part à ce forum international organisé à Sétif cette semaine. Et bien sûr, quel est l'objectif qui se cache derrière cette participation étrangère ? D'abord, donc le choix de Sétif. Vous avez parlé de Hammam Gergour. Donc je pense que Sétif c'est une wilaya thermale par excellence. Il y a d'autres wilayas aussi comme Guelma, comme Biskra, etc. Mais nous avons préféré Sétif comme c'est une wilaya aussi qui dispose d'infrastructures importantes. Nous avons invité, donc il y a eu la participation de pas moins de 250 personnes. Il y a 5 ou 6 pays étrangers. Il y a beaucoup d'ambassadeurs aussi qui ont participé, à savoir l'ambassadeur de Saoudia, donc il y a la Croatie, la Bulgarie, la Jordanie. Il y a plusieurs qui ont participé. Nous avons aussi des experts qui sont venus de la Tchéquie, par exemple, de la Jordanie, de la Chine. Donc je pense que ce séminaire nous a permis un peu d'ouvrir un peu les yeux de tout ce qui se fait à l'étranger. Nous n'avons pas toutes les technicités ou tout le savoir-faire, mais nous avons ramené ces experts pour d'abord nous faire un petit, je dirais, constat de ce que nous avons. Nous le connaissons déjà, mais avec un œil externe, c'est pour avoir plus de connaissances en termes de nouvelles technologies, l'utilisation surtout des TIC actuellement, et surtout toutes les sources que nous avons. Je peux vous dire que nous ne pouvons pas cerner tout ce gisement, mais nous allons prioriser des zones
pour capter des investissements de qualité. C'est pour ça que nous avons invité une panoplie d'intervenants. Avant de voilà, prendre part à ce débat, nous suivions ensemble ce reportage signé Sophia Chouban qui nous a emmenés dans l'Antiquité lointaine, donc à Ypres en l'occurrence. Et c'est vrai qu'à Sitifis aussi, il y a de nombreux sites archéologiques qui rappellent un petit peu l'intérêt qu'avaient les Romains, mais aussi même les Numides avant eux. Donc pour ces eaux thermales qui sont très précieuses, donc on a des thermes du côté de Dumila, et ça permet justement de découvrir toute une histoire autour du thermalisme. Donc, c'est vrai que l'Antiquité, l'Empire ottoman, donc qui a aussi instauré la culture du hammam chez nous, etc. C'est vrai que le thermalisme, ou bien le soin à travers les eaux thermales est ancestral. Hein, donc les Romains l'ont bien développé. Nous avons beaucoup de vestiges qui en témoignent, mais je pense que ils ont été précurseurs dans le domaine, mais à nous de faire un peu, de donner un grand élan à ce tourisme thermal qui est très convoité, très demandé. L'avantage, c'est que notre pays est dans le bassin méditerranéen. Il n'y a pas beaucoup de concurrents dans ce domaine. Nous avons aussi le produit saharien qui est unique au monde. Donc avec ces deux produits phares, nous pouvons construire un tourisme soft et un tourisme résilient qui va durer plusieurs années, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère vivement qu'il y ait vraiment des investisseurs potentiels qui pourraient justement apporter un souffle nouveau à ce qui existe comme infrastructure, à ce qui existe déjà comme réalisation depuis l'indépendance. Oui, déjà l'État dès les années 60, juste après l'indépendance, donc il y a eu une vague de construction réalisée par le pouvoir public. Nous avons les différentes stations à Guelma, à Biskra, un peu partout. Mais à ce moment-là, c'était suffisant, mais maintenant on sent que le besoin est de plus en plus. La demande augmente de plus en plus. Nous avons chaque année plus de 3 millions de curistes qui vont vers les hammams. C'est dans la culture algérienne, donc il faudra aussi améliorer les prestations, améliorer un peu cette qualité de prestations, parce que c'est vrai que le curiste va dans le hammam, mais il préfère peut-être on peut lui procurer d'autres soins, d'autres formes de détente et de loisirs. Donc à nous, dans notre stratégie qui a été mise en place à l'horizon 2030, c'est de diversifier un peu cette offre et de valoriser c'est-à-dire utiliser d'une manière rationnelle aussi ces ressources pour qu'on s'intègre dans le développement durable. Il ne s'agit pas d'utilisation en masse, il faut l'utiliser à bon escient et surtout capter les bons touristes pour profiter de cette ressource. Ça se reflète très bien dans une ville qui n'est pas très loin de Sétif. Il s'agit de Guelma. Vous citiez tout à l'heure Hammam Srouten. Il y a aussi il y a une autre source qui est célèbre du côté de Guelma et de Khenchla également. Donc c'est là où on ressent le plus le nombre d'investisseurs privés, une concentration d'investisseurs privés qui ont apporté quand même une qualité qui est un complément à ce qui existe comme structure étatique. Moi, personnellement, j'en ai visité quelques-uns, et à Sétif, mais aussi à Guelma, et c'est très intéressant. Oui, cette région, c'est vrai que la nature l'a un peu gâtée, parce qu'en termes de débit, donc on parle de 100 litres seconde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une eau thermale si elle n'est pas abondante. Donc cette région est connue pour avoir des sources thermales très abondantes et avec des vertus thérapeutiques aussi très importantes. Donc je pense que cette région a connu un développement intéressant qu'il faudra juste encadrer et accompagner. En parlant aussi de hammam traditionnels, nous devons aussi qui sont gérés actuellement par des communes. Et je pense que cette branche qui est ancrée dans notre culture et notre tradition devrait être améliorée parce que quand même depuis des années elle n'a pas connu de travaux de réhabilitation et d'aménagement. Il y a tout un programme qui est destiné à cela. Très bien, c'est bon à écouter, et j'espère que vraiment les téléspectateurs aujourd'hui
ont pu être intéressés par toutes ces nouveautés, tout cet intérêt que porte le ministère du Tourisme et de l'Artisanat à ce volet en particulier, à ce tourisme en particulier. On a été ravis de vous recevoir aujourd'hui, M. Abdelhamid Terghini. Vous interveniez ce matin au nom de M. le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, bien sûr, qui était présent cette semaine à Sétif pour donner justement toute sa valeur à cet événement, le forum organisé en faveur de la promotion du thermalisme algérien. Merci infiniment. Merci à vous pour cette invitation et j'invite à travers le Canal Algérie nos citoyens à aller découvrir ces sources thermales très bénéfiques pour la santé. Merci. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont avec nous ce matin. Donc tout de suite, on va parler de prévention. Je vous l'avais annoncé au sommaire. Nous avons déjà évoqué le volet santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévention sur nos routes. Et d'abord, on va commencer par installer un premier reportage. Il est signé Hamid Rebouh. Hamid Rebouh qui nous parle de la prévention routière ce matin avant l'arrivée de Hasna Zouberi. Après un accident de la route, l'hôpital est le plus souvent la première étape de la prise en charge des victimes. Arrivé à l'hôpital sans avoir été examiné au préalable, le blessé est pris en charge en premier recours au niveau d'un service d'urgence médico-chirurgicale. La première étape est de poser un diagnostic grâce à la réalisation d'examens d'imagerie. Une fois le diagnostic posé, un traitement médical ou un traitement chirurgical sera conduit. La pose du plâtre et la chirurgie sont les principaux recours pour le traitement des traumatismes liés aux accidents de la route. En ce qui concerne l'acheminement des accidentés, ils atterrissent tous au niveau du pavillon des urgences où il y a un petit bloc d'urgence. Donc le patient, l'accidenté, reçoit les soins d'urgence et il est opéré quand il s'agit des petites fractures des membres distales, donc au niveau de la main, des dos de l'avant-bras et tout ce qui est jambes et pieds. Les blessés graves sont évacués vers le service de chirurgie orthopédique. Ils sont encadrés par un staff médical où tous les moyens nécessaires sont mobilisés. Selon le type d'accident, la chirurgie orthopédique est une solution pour tenter d'améliorer l'handicap du blessé. Mais tout ce qui est un peu plus ou moins grave et sérieux, ils sont systématiquement transférés au niveau du bloc central où il y a plus de moyens humains et de matériel à ce niveau. Selon bien sûr la gravité des lésions, il reste 2-3 jours, maximum 3-4 jours avant de sortir soit à la maison ou dans un service de rééducation. Essentielle au bon fonctionnement de l'hôpital, cette spécialité souffre d'une pénurie d'équipements d'imagerie spécialisés. شوف تيبيا في تيبيا قسمت لي تيبيا داروا لي امبروش على ربي كلش الله وتهلاو مي كاينه حاجه برك شويه لي راديو لي كليشي ما كاش طولنا ما كاش كليشي ما كاش. Alors le véritable problème que vit l'hôpital de Douira par rapport à la prise en charge des accidentés, c'est l'absence d'un service de neurochirurgie et d'imagerie performant et on est obligé malheureusement parfois de transférer les patients au CHU de Beni Messous et de Blida pour avoir les images scanographiques ou l'IRM ou avoir un avis en neurochirurgie. Pour nous, actuellement, c'est pratiquement un problème qu'on vit au quotidien. Une rééducation fait suite à une intervention chirurgicale. Le personnel soignant ne ménage aucun effort pour que les blessés reprennent une vie normale. La prise en charge des personnes ayant subi un traumatisme grave pose parfois de nombreux défis. Pour les relever, il faut pouvoir compter sur un travail d'équipe.
Effectivement, la question intéresse tout le monde, effectivement. Les accidents de la route, on n'est pas à l'abri d'un accident à tout moment nous-mêmes, et puis aussi toutes les bonnes volontés sont les bienvenues quand il s'agit de prévention notamment. Et bien sûr, celle qui a l'habitude de vous offrir cet aspect en particulier, il s'agit de Hasna Zouberi. Une Zohra parle de moi, c'est ce qu'on dit en général. Apparemment, oui. Eh bien Zohra, je te salue ce matin. Bienvenue Hasna. Merci, Ravie bonjour de te retrouver, comme d'accoutumé. Donc aujourd'hui, c'est la séquence sécurité routière. On vient de voir un reportage qui nous rappelle aussi, bien sûr, toutes ces carences qui un petit peu complique encore le quotidien des accidentés de la route et qui peut peut-être décourager certains comment dire, des chauffards. Certains chauffards, voilà, encore plus, de savoir qu'il y a un parcours du combattant pour se soigner également. Exactement, c'est une prise de conscience, on l'espère, à travers ce genre de reportage. On salue d'ailleurs notre collègue Rbouh qui a fait ce reportage au CHU de Douéra. La prise en charge des accidentés de la route est souvent très compliquée. Donc c'est un parcours du combattant entre scanner, IRM et des fois, parfois même des interventions très lourdes, plusieurs mois d'hospitalisation, aussi une rééducation par la suite, surtout pour les gens qui ont été touchés sur la colonne vertébrale et se trouvent sur une chaise roulante. C'est pas évident du tout. Et j'espère que ce genre de reportage secoue un petit peu les personnes qui sont inconscientes sur les routes. Voilà, même si au sein de cet hôpital, on sait qu'il y a un des services les plus performants en traumatologie et en gestion justement de tous les problèmes. Il y en a trois, Radia. Il y a le CHU de Douéra qui est très connu par la prise en charge des accidentés de la route. Il y a également le HS de Azur Plage et éventuellement, comme on connaît tous aussi, la rééducation au niveau de thalassothérapie de Sidi Fradj. Voilà. Absolument. Donc, Hasna Zouberi, on a évoqué avec vous à plusieurs reprises l'implication ou plutôt la responsabilité des conducteurs, conducteurs automobiles, conducteurs de moto. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un élément qu'on met de côté en général. On le néglige et pourtant ils sont quand même responsables de pratiquement 20% d'accidents de la circulation au milieu urbain. Il s'agit de piétons, on l'a dit. Oui, absolument. Les piétons aussi ne sont pas en reste de toutes ces personnes qui sont à l'origine de certains accidents de la route, effectivement. Oui. On traverse n'importe où parfois, on évite d'aller vers la passerelle et on se met en danger. Surtout ça. Et ainsi de suite, c'est à vous de me dire. Oui. Écoutez, la passerelle, elle est faite généralement, je ne sais pas, pour une décoration. On l'emprunte rarement. Rares sont les personnes qui prennent la passerelle, qui ne traversent pas sur le passage piéton. Il faut dire aussi que... Et on ne parle pas seulement de milieu urbain, parce que c'est valable aussi sur les autoroutes. C'est incroyable. C'est encore plus grave. C'est ça qui me fait peur, moi, des fois. Moi, j'ai ramené un reportage qu'on va peut-être lancer. Avec plaisir. Comme ça, il va illustrer de ce qu'on va dire. Voilà. Très bien, donc la régie est prête pour nous donner les images relatives à ce sujet en particulier. Merci. L'Algérie est l'un des pays les plus touchés par les accidents de la circulation. Chaque année, plus de 25 000 accidents surviennent en Algérie, faisant près de 4 000 décès, plus de 35 000 blessés et environ 3 000 à 4 000 nouveaux handicapés. Le nombre de personnes victimes de la route reste important. Malgré la multiplication des actions de sensibilisation et d'information en direction des usagers de la route. Le plus souvent, ce sont les automobilistes qui sont pointés du doigt comme étant les premiers responsables des accidents de la route en Algérie. Ce raisonnement néglige bien d'autres parties responsables, comme les piétons. Selon la Direction générale de la Sûreté nationale, les piétons causent plus de 19% des accidents en zone urbaine. Ça nous donne environ 48 accidents par jour, 58 blessés par jour et 2 personnes décédées par jour. On a constaté que l'étude et l'analyse des données statistiques ont révélé que le taux d'implication des piétons dans les accidents de la circulation routière constitue maintenant une certaine préoccupation, une certaine inquiétude. Donc nous avons enregistré 2152 piétons impliqués dans les accidents de la circulation routière au cours des 8 mois de l'année en cours, soit
un taux de 18,40%. Donc ça reste un taux trop élevé et qui mérite réflexion, qui dénote d'un certain manquement des piétons pour l'utilisation des passages protégés et de la traversée. الكونديكتور كي لي بيتون الزوج هذه النقطة فيه زوج هذه فيه زوج ما يحترموش ستوب. هذه أنا شفتها، أنا كي نكون خارج في كاتشاما ولا دائما نعس روحي، عندي في فار دائما نعس روحي. بيتون معروفة، بيتون باينة يعني يشعل الروج يجوز بيتون، يشعل الفار يجوز مول لا فوتور. حنا دوك كان شغل فوضى لي بيتون منين يحب يجوز، واحد ما يكونش عاقل يقدر يقيسهم. نورمالمون بين زوج فوتيف، الواحد يرد بالو، مول الفواتير يرد بالو والمواطن يرد بالو، ماشي غير قطع، ماناش شغل فوضى. لازم كاين قانون، كاين دي بلا، كاين كلش. Et ce ne sont pas seulement les passages piétons qui sont boudés, les passerelles sont elles aussi parfois désertées par les citoyens. الطريق هذه فيها الضوجي بزاف، شحال من خطره نشوفوا لي زاكسيدونات. انا هنا جابيت غير هنا برك، انا نشوف الناس مره يقطع. عندما قلت لي حتى هنايا وهي نورمالمون كما كتقولي انت لازم الانسان يعقب منها. لو كان يحترم قانون المرور يمشي وين كاين الشرع تاع قانون المرور، ما يعدي حياته الخطر، ما يعدي ناس اخرين. هما مش حاسين بخطر الطريق، لا خاطر كي يقيسوا هنا بعد تولي راسونس هي المسؤوله عليه. لو كان يخاف ربي ما يجوز في الطريق هذا، يجوز في الباسرار فيها ملايير، هذا الباسرار باش تسقف واليوم الله غالب. هذه ربي هديهم للخير ان شاء الله. من المفروض المره لما يقطعوا الطريق. En principe, les piétons doivent emprunter les passerelles. Cet endroit enregistre parfois de graves accidents, notamment depuis le lancement du tramway. L'utilisation des passerelles doit être un réflexe. زائد خط الترامواي المزدوج، خط الترامواي المزدوج من الأحسن ننصح المواطنين وننصح نفسي أنا أيضا بالمرور عبر الممر الخاص للراجلين. Selon les spécialistes, la problématique des accidents est fortement liée à l'incivilité des citoyens. On se dit que maintenant, pourquoi certains citoyens n'empruntent pas ces routes. Moi, je dirais que par rapport à une méconnaissance des risques aussi, les gens prennent le risque de traverser sans précaution, donc ils ont une certaine méconnaissance des risques. Donc, raison pour laquelle j'exhorte les citoyens de se ressaisir et de dire que maintenant, il est temps de se montrer plus courtois sur les routes. Notre caméra s'est également déplacée devant les écoles primaires. On remarque la présence des panneaux ainsi que les passages piétons, mais certains automobilistes ne respectent pas les passages dédiés aux piétons. Voilà, donc on retourne au plateau, Hasna. Donc on vient de voir des images qui choquent effectivement. Oui. Des réactions de citoyens. Il suffit juste de poser la caméra et on voit de tout. Absolument. On voit de tout. La passerelle, comme on a vu, c'était du côté de l'Harrach. Donc la passerelle, on voyait bien. Bien donc, vite. bien vite. Et les gens qui passent en dessous, malheureusement. Et il y avait aussi au niveau du 1er mai au Chamonix aussi, il y avait des écoliers. Heureusement, qui étaient accompagnés par leurs parents, passés par le passage piéton, mais malheureusement, les adultes ne font pas de même. Au même endroit, on voyait des piétons qui traversent n'importe où. Il faut savoir aussi à la DIA que s'il y a un manque de signalisation, je ne suis pas en train de justifier ce genre d'acte,
mais il y a aussi un manque de signalisation. Les feux tricolores pour les piétons et les automobilistes pour gérer la circulation, elle n'est pas partout. Il y a un manque il y a un manque de ce côté-là. Il y a aussi des fois le passage piéton n'est pas peint, donc il est pratiquement invisible. Ça justifie pas aussi, je répète, l'acte des piétons, mais aussi il faut appeler aussi les pouvoirs publics, les autorités locales à faire plus d'efforts sur ce point. Très bien. Bon, mais vous êtes au contact justement des éléments de la Sûreté nationale que vous avez interviewés dans différents sujets. Est-ce qu'il y a une réflexion actuellement par rapport à un moyen justement de régler cette situation ? Est-ce qu'on peut, par exemple, sévir comme ça se faisait il y a longtemps, prévoir des contraventions pour les piétons? Pour les piétons, n'est pas d'actualité aujourd'hui. Et c'est pas la Sûreté nationale aujourd'hui. Il y a une instance qui a été mise en place il y a 2-3 ans de cela, qui est la DNSR, la Délégation nationale à la sécurité routière, qui fait aussi aujourd'hui le travail que faisaient les forces de l'ordre il y a plusieurs années. Donc c'est à elles de réagir. Bien sûr approuvé par le Conseil des ministres, bien évidemment, pour ce genre de prévoir les mesures préventives, et des décisions aussi correctionnelles qu'elles soient. Donc le travail se fait, je pense, au niveau de la sensibilisation. Il y a plusieurs campagnes de sensibilisation qui sont menées, que ce soit par la Sûreté ou la Gendarmerie nationale, soit au profit des piétons ou des automobilistes, mais pour sévir les piétons, c'est pas encore d'actualité. C'est pas encore d'actualité. Voilà. Merci infiniment. Donc, Hasna Zberi, y a-t-il quelque chose qu'on n'ait pas encore abordé En principe, les images en parlaient d'elles-mêmes. On n'a fait que commenter ce qu'on a vu. Les piétons aujourd'hui ne font plus attention, donc appel à une vigilance, notamment au niveau des écoles. Voilà, Très bien. Merci infiniment. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Passez une excellente journée, ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin. Donc, je vous souhaite vraiment de passer en notre compagnie d'agréables moments jusqu'à 9h30. Et tout de suite, on vous propose une rencontre réalisée par Samira Hadjamar, notre reporter. C'était au Salon international du livre d'Alger, donc où elle a été à la rencontre de Lamis Saïdi, auteure et poétesse, qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à la 26e édition du Salon international du livre d'Alger, à la SAFEX. Avec nous aujourd'hui une maîtresse des mots et du verbe, une auteure et une poétesse, une polyglotte aussi, Lamis Saïdi. Bienvenue, marhaba. Bonjour Samira, merci de me recevoir. Alors, Lamis Saïdi, pour cette 26e édition, vous avez, on va dire, publié la traduction d'un livre très important, celui de Yamina Meshakra, Erris. Pourquoi et comment et pourquoi vous avez choisi cet auteur qui, pour son parcours littéraire, n'a publié en fait que 2 ouvrages, donc La Grotte éclatée et Erris. Oui, effectivement, cette année, chez les éditions Al-Kalima, on publie déjà le texte original écrit en français, Erris, de Yamina Meshakra. Donc une réédition, C'est une réédition de la version française. Parce que ce roman a été publié en 1999. Et c'est son dernier roman. Et cette année, par l'occasion, on commémore le 10e anniversaire de sa disparition. Yamina Meshakra, elle est morte en 2013, le 19 mai 2013. Et c'est une des plumes qui ont marqué la littérature algérienne contemporaine. C'est-à-dire, ces textes font partie des textes de référence de la littérature algérienne contemporaine. D'où l'importance de découvrir ces textes, de les redécouvrir aussi, et de les faire redécouvrir à notre lectorat algérien dans les différentes langues. D'abord dans la langue originale, parce que il faut rappeler que, par exemple, le roman Erris, il est introuvable aujourd'hui, il n'est pas disponible dans les librairies, donc d'où l'initiative de le rééditer et aussi de le traduire. Et cette traduction vers la langue arabe s'inscrit dans un projet personnel. Alors justement, vous avez décidé, vous enseignez aussi à l'Institut national arabe de la traduction d'Alger, et vous avez choisi de traduire notamment les auteurs des années 50. Alors, Anna Greki, par exemple. Et vous... Jean Sénac et d'autres auteurs. En fait, justement, c'est un projet qui consiste un petit peu à restituer les textes de référence de la littérature algérienne contemporaine pour un petit peu réécrire ou bien essayer de comprendre aussi l'histoire de la littérature algérienne
qui nous permettrait aussi de comprendre l'actualité ou la réalité littéraire et culturelle aujourd'hui. Et cette restitution se fait à travers la traduction. Donc nous choisissons des textes que nous considérons comme des textes de référence, nous les traduisons et à la sortie de la traduction, nous rééditons aussi les textes originaux qui sont écrits en français. Parce que justement, ces textes, comme je viens de le dire pour Erris et pour d'autres textes, sont introuvables sur le marché. Et on ne les retrouve pas dans les librairies. Donc, en fait, c'est une quête, on va dire pour vous, hein, c'est une quête permanente de découverte, mais aussi de redécouverte du patrimoine, alors littéraire et culturel algérien. Vous voulez qu'il soit traduit dans toutes les langues, hein, oui, parce que... d'abord dans les langues nationales algériennes, à savoir l'arabe et le tamazirt. Donc ça, c'est très important parce qu'il faudrait restituer ce patrimoine. Il faudrait qu'il soit accessible à notre lectorat algérien. Alors ce lectorat, il est francophone, il est arabophone, il est aussi berbérophone. Donc voilà, donc c'est important quand même de rendre accessible ces textes-là. D'abord parce que c'est important qu'on lise notre littérature, notre histoire littéraire, et aussi, comme je viens de le dire, ces textes-là, et non seulement les textes, mais les parcours des écrivains, c'est des parcours clés pour comprendre l'évolution sociologique, culturelle, politique de l'Algérie moderne. Et aussi... On peut aussi le comprendre pour Yamina Meshakra, puisque d'abord, elle était docteure en psychiatrie. Tout à fait. Elle a signé un engagement en faveur de la femme, de la condition de la femme, mais pas que, hein, la condition de l'humanité. C'est un peu pour ça que vous l'avez choisi, j'imagine. Oui, enfin, je l'ai choisi d'abord pour des raisons esthétiques, parce que son texte est très beau, que ce soit La Grotte éclatée ou bien Erris, c'est des textes qui sont très sophistiqués d'un point de vue littéraire et esthétique. Donc c'est une femme qui écrivait très bien, d'abord, et d'où la préface de... C'est pour cela que Katb Yassine avait préfacé son premier roman, La Grotte éclatée. Mais Erris, c'est aussi un roman très intéressant parce qu'il aborde une question très intéressante et d'actualité aujourd'hui, qui est d'abord l'identité, mais surtout elle questionne la notion de civilisation. Qu'est-ce que la civilisation en fin de compte ? Est-ce que les sociétés primitives seraient moins civilisées que les sociétés occidentales dites civilisées? Voilà. Et aussi, quel est le coût de la civilisation? Et pourquoi la civilisation souvent passe par la violence? Donc ces thématiques-là sont très importantes et sont très pertinentes et sont d'actualité vu ce que nous vivons aujourd'hui. Alors Yamina Meshakra vous touche à telle enseigne que vous vouliez nous lire un petit extrait. Oui, il y a un passage qui est important à vos yeux. Qui un petit peu résume un petit peu ce que je viens de dire et qui parle du déracinement. Et en fait, elle ne va pas juste parler du déracinement des humains, mais aussi du déracinement des pierres et de la nature. Cette pierre, messieurs, n'aime que les marins qui parlent de la mer, où elle fut ramassée, violée, prostituée, à force d'offrir sa poitrine au feu qui réchauffe des mains gantées, ou soustraite à toute peine véritable. Ô toi l'oublié, les planchers, les bois parlent, crient. Nous étions là-bas, enracinés dans notre terre, chiens amoureux et libres. Des mains, des haches nous ont blessés, traînés dans les boues, par des chemins pleureurs, tatoués pour nous transformer en lits. J'écoute tous les solitaires pleurer, tous les amants geindre, tous les déracinés gémir. On me cogne par douleur. C'est très joli, merci beaucoup. Alors Yamina Meshakra vous touche beaucoup, elle vous bouleverse, et notamment par rapport à Erris. Erris, c'est quoi? Ça raconte quoi? En fait, Erris, je pense que les Algériens... Erris est un enfant qu'on vole à sa mère et on le vend à une famille occidentale. Elle ne précise pas le nom des pays ou bien des régions, mais on comprend que la mère de Erris et sa mère vivent au sud de la Méditerranée. Et ensuite, il sera vendu à un couple très riche qui vit au nord de la Méditerranée. Et il va grandir dans une famille très riche, donc il va être gâté, il va aller aux meilleures écoles, mais toujours avec ce sentiment profond de déracinement et avec cette obsession de retrouver ses racines, de retrouver sa langue, de retrouver ses origines. Très bien. Alors, vous avez aussi un ouvrage qui qui a été publié à l'occasion de ce salon du livre, à l'occasion de ceci-là. Il est sorti.
Oui, exactement. Oui. Il est sorti, bon, il n'est pas récent, enfin, c'est mon dernier voilà, recueil. Il est sorti aux éditions Al-Ain au Caire. Et il vient d'être traduit en italien, donc la traduction italienne vient de sortir en Italie. Voilà, et d'ailleurs je viens de revenir d'Italie où j'ai fait une petite tournée pour présenter la traduction avec mon éditeur. Donc on a été en Sardaigne, à Milan, près des frontières suisses. Voilà. Donc, il faut peut-être préciser que la Messaoudi publie à Beyrouth, au Caire. Elle a même publié en Espagne, à Valence. Oui, j'ai un recueil comme Une ville rasée qui a été publié en version bilingue en arabe et en catalan dans une maison d'édition à Valence, en Espagne. Très bien. Alors, il y a notre projet qui était en cours juste avant le 7 octobre dernier, malheureusement, avec ce qui s'est passé à Raza en Palestine. Vous aviez un projet avec une Palestinienne. En fait, oui, j'avais traduit un très joli recueil d'une poétesse palestinienne, Carole Sansour. Alors, le recueil s'intitule Filmishmish. Il est écrit en arabe. Donc, Filmishmish, c'est une expression, enfin, c'est à la saison des abricots qui veut dire, bon, quand c'est impossible, on dit filmeshmesh, comme en algérien quand on dit kimanouar al-melh. Voilà. Et donc c'est un recueil sur la Palestine, c'est un recueil très qui aborde la question palestinienne d'un angle humain, intime. Et j'avais traduit ce recueil en espagnol dans le cadre d'un projet pour la mise en scène de ce recueil en arabe et en espagnol et pour le lire et le présenter ici à Alger. Et malheureusement, avec ce qui vient de se passer, voilà, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible. On espère que le projet va aboutir en Algérie, que vous allez trouver un éditeur ici ou on va dire un financement. Un financement aussi pour le présenter ici en Algérie, enfin dans des espaces, dans des théâtres algériens. Parce qu'à la base, on allait le présenter dans d'autres espaces, mais là, on souhaiterait, oui, ça serait bien que Carole puisse venir et qu'on puisse le présenter au public algérien dans différentes langues, en arabe, en espagnol et dans d'autres langues aussi. Très bien. On rappelle que vous avez sorti, pour ceci-là, il y a eu la traduction de Erris de Yamina Meshakra et puis aux éditions Al-Ain. Voilà, Erris est aux éditions Kelima. El Kelima, oui. C'est pareil pour... Alors pour le Qasem, c'est aux éditions Al-Ain. Hein. C'est une édition Al-Ain. Ils sont disponibles au Salon du Livre, à sa 26e édition. Lami Seidi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Et oui, merci à toute l'équipe de Canal Algérie qui était en poste justement à l'effet de nous présenter et de nous faire découvrir toutes ces belles plumes du Silla. Merci à Samira Hadjamar pour cette belle interview. Et puis nous reprenons donc notre petit bonhomme de chemin dans cette émission. J'ai plaisir de recevoir toujours dans le volet prévention ce matin donc Nassim Bernaoui, le commandant plutôt Nassim Bernaoui, il est sous-directeur des statistiques et de l'information auprès de la Direction générale de la protection civile. On est ravis de vous retrouver, commandant, à chaque fois. C'est moi, madame. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà. La Direction générale de la protection civile, chaque année, donc, lance une campagne nationale pour la prévention et la sensibilisation quant au danger du monoxyde de carbone. Et donc, cette fois-ci, ça a débuté déjà il y a quelques jours, au mois d'octobre dernier. Tout à fait. Le 29 octobre, on a donné le départ d'une grande campagne de sensibilisation concernant et sur les risques liés à la saison estivale, notamment sur le volet les intoxications au monoxyde de carbone. Et le deuxième volet, ça concerne les inondations dues aux pluies saisonnières, etc. Oui. Mais c'est-à-dire le plus important pour le moment, puisqu'il commence à faire froid, les citoyens commencent à utiliser des moyens de chauffage et notamment aussi l'utilisation permanente toute l'année des chauffe-eau et des chauffe-bains qui aussi causent plusieurs cas de décès et plusieurs cas des personnes incommodées par le monoxyde de carbone. Donc on a mis en place tout un programme. Une semaine, nous, on a étudié tout un programme puisqu'on a fait aussi associer des partenaires très importants, notamment pour appliquer ce programme. Et qu'est-ce qu'on va appliquer? Donc, les partenaires nécessaires, notamment la SADEC, Société algérienne de distribution de gaz et d'électricité, la NAFTAL, et aussi le mouvement associatif tel que l'APOS et certaines associations. On va appliquer ce programme, c'est-à-dire via les directions de l'éducation, les CFPA, à travers les mosquées avant les prêches de vendredi, et
aussi les universités, le milieu scolaire, les 3 cycles, et aussi on aura un travail de proximité chez les citoyens, pour c'est-à-dire relever les lacunes, tout ce qui est faute que les citoyens. La nuit de noces, c'est-à-dire décédé intoxiqué par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-eau, malheureusement qui n'est pas muni d'un système d'évacuation des gaz brûlés. C'est un drame parce qu'ils commencent leur vie, oui, voilà. Ça m'a beaucoup touché. Exactement. Et plusieurs exemples. Chaque année, on enregistre plusieurs exemples, plusieurs nouveaux couples comme ça. Et des fois, c'est toute une famille qui sont décimées. Absolument. 4, 5, 6 personnes, tout un livret de famille qui, c'est-à-dire, c'est bon, on les met de côté. À mettre de côté carrément, une famille décimée. Ben oui, une famille décimée, c'est-à-dire. Et sans oublier, c'est-à-dire que des milliers de personnes sont sauvées. À l'image de l'année 2022, 2532 personnes sauvées et traitées, évacuées vers les structures hospitalières. Cette année, on est plus de 2000. Les personnes décédées, cette année, les 10 mois, on est à 105 personnes malheureusement décédées. L'année passée, 111 personnes décédées, intoxiquées par le monoxyde de carbone. C'est bon, des chiffres terribles un peu. C'est-à-dire, on passe si on perd une vie, c'est malheureux. Oui. Et aussi, on connaît, c'est-à-dire que des solutions faciles. Quelles sont-elles justement? On va les énumérer, c'est important de les rappeler parce que malgré tout, c'est-à-dire tout ce qui est lacune. Oui. Alors, le remède principal, c'est la ventilation, l'aération. Parce qu'on parle du monoxyde de carbone, c'est quoi le monoxyde de carbone? C'est un gaz toxique qui est dû à une combustion incomplète. C'est-à-dire on prend un élément principal, la ventilation, l'oxygène, on élimine, donc on aura le CO. On n'aura pas le CO2. D'accord. Donc, se mettre à l'abri, il faut bien aérer et ventiler. Comment aérer et ventiler? Tout d'abord avec, c'est-à-dire tout ce qui est prévention sur la ventilation et l'aération, des bouches d'aération, basses au niveau des portes et hautes. Donc on trouve au niveau de la porte principale, sur la porte, au-dessus de la porte de la cuisine, la fenêtre de la cuisine, la porte de la salle de bain et aussi la fenêtre de la salle de bain, même comme les toilettes. Donc on permet d'avoir une circulation d'air permanente. Donc impossible qu'on aura, c'est-à-dire le monoxyde de carbone. Et même aussi les lieux où on va utiliser le chauffage ou bien le chauffe-eau ou bien le chauffe-bain. Donc on va en parler sur le chauffe-eau et le chauffe-bain aussi, parce qu'il y a un mélange entre... Une confusion des fois. Une confusion, exactement, oui. Plutôt une confusion, merci. Voilà. Et aussi la maintenance, l'entretien de l'appareil. Si on a un appareil qui est vétuste, qui est ancien, qui commence à perdre, c'est-à-dire des caractéristiques, notamment des pièces de rechange essentielles, qui permettent, c'est-à-dire l'utilisation avec sécurité, notamment, c'est-à-dire le brûleur, le thermocouple, qui le fait? Il le fait, c'est un expert. C'est un expert, un chauffagiste, un plombier qui connaît. C'est-à-dire qui a suivi des formations dans des centres de formation pendant 18 mois, 24 mois. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît, qui a des données, des connaissances de bricolage, non. Et il ne faut pas se confondre entre nettoyer et entretenir. Nettoyer, c'est enlever la poussière, le laver, ok, tout le monde le sait faire. Mais entretenir l'appareil, il faut un expert. C'est voir de l'intérieur l'appareil et vérifier si la combustion se fait dans de bonnes conditions. Voilà. S'il n'y a pas une anomalie ici ou là. Seul un professionnel peut en attester, effectivement, et nous donner l'aval pour entamer l'utilisation de cet appareil, effectivement. Voilà. C'est recommandé de le faire. C'est une demande de le changer. Une fois par an, ramener le plombier, vérifier tout ce qui relève du chauffage. Le chauffage et le chauffage. Chauffage, oui, je veux dire tout ce qui chauffe. Ça peut chauffer l'eau, ça peut chauffer l'ambiance. Exactement, voilà. Oui. Voilà. Et en plus, c'est-à-dire l'installation. Qui fait l'installation? Si on doit plutôt acquérir ou acheter un nouveau appareil, déjà il faut aller dans des points de vente agréés, comme les marchés parallèles
et tout ce qu'on trouve, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, le commerce électronique, parce que si on va opter à acheter un appareil usé, ou bien utilisé déjà, c'est-à-dire on n'a pas trouvé la solution. Donc, vaut mieux aller acheter dans un point agréé. Vous allez être doté d'un guide manuel comment l'utilisation et d'un certain certificat, c'est-à-dire d'exploitation, certificat de garantie. Et on le sait où on a acheté. Et vous allez avoir, c'est-à-dire un service après-vente, etc. Vous allez être conseillé par, c'est-à-dire peut-être un technicien qui va venir vous le faire, l'installer. Et voilà, donc on est à l'abri. Voilà, c'est les éléments principaux, la ventilation, l'entretien et comment acquérir ou acheter et par qui se fait l'installation. Si on respecte cette chaîne de prévention, on sera à l'abri. On peut passer un hiver tranquille. Pas forcément, c'est-à-dire de laisser les fenêtres tous les jours. Pas seulement tranquille, mais safe surtout. C'est-à-dire vraiment en toute sécurité. En toute sécurité. C'est important. C'est-à-dire, c'est des solutions faciles. Certes que certaines régions, c'est-à-dire des choses qu'on a relevées dans le passé, notamment quand on a effectué un travail de proximité, et même lors de nos interventions. C'est-à-dire qu'on a trouvé des gens qui utilisent la tabouna. Oui, en milieu rural, c'est très courant qu'on allume la tabouna pour se réchauffer. Et c'est parfois terriblement dangereux. Voilà, la tabouna n'est pas destinée pour se chauffer. C'est-à-dire pour la cuisson, utilisée dans le marah, le houch, à l'intérieur de la cuisine, ouvrir la fenêtre, un lieu très parfaitement aéré. Et si on veut se chauffer, il y a un chauffage. L'année passée, on a trouvé l'utilisation de la tabouna à l'intérieur de la salle de bain. C'est-à-dire faire chauffer l'eau et faire chauffer, c'est-à-dire l'atmosphère, bien le lieu. C'est vraiment un moyen de, c'est-à-dire c'est plus qu'une arme. C'est plus qu'une arme qui peut tuer, c'est-à-dire l'être humain en quelques secondes. Absolument, parce que ça passe par la bouteille de gaz. Et la bouteille de gaz, pour peu qu'elle soit ouverte ou pour peu qu'elle soit mal connectée à la tabouna, donc parce qu'il y a aussi ce raccordement, aussi bien pour la cuisinière aussi, parce que le raccordement est à vérifier combien de fois par an, une fois on a le tuyau. Le tuyau de raccordement, voilà, justement. Il a une durée de vie. C'est-à-dire, Naftal mentionne bien qu'il a une durée de vie. Soit, des fois, il vous écrit expire le telle date. Il faut le changer. Il ne faut pas non voir comme ça à l'œil. Oh, il a l'air bien, c'est bon, on se contente de le garder, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est chimique, c'est-à-dire les gaz et les froids, c'est-à-dire la cuisine, c'est-à-dire c'est chaud, le mouvement du tuyau, c'est-à-dire on peut avoir des fissures et c'est-à-dire des fuites de gaz qu'on ne peut pas, c'est-à-dire voir. Et on sait les caractéristiques du gaz. Une fois, c'est-à-dire il veut, c'est-à-dire avoir de l'air, avoir de l'espace, c'est le drame. On peut avoir ça de l'asphyxie ou bien des accidents d'explosion. Et combien d'accidents d'explosion dus à des fuites de gaz munis d'incendie, plusieurs cas de décès, plusieurs cas de blessures, c'est-à-dire atteinte de brûlure de 300 degrés, et on connaît ça de comment. C'est assez fréquent quand on ouvre le journal, on tombe toujours sur un article qui annonce une telle déflagration. Malheureusement, c'est dû à la négligence, à la réparation. Et c'est ça le but de cette campagne, c'est-à-dire mettre en place un travail de proximité avec les citoyens pour réduire ce type d'accident. Croyez-moi que l'année passée, on a relevé plusieurs lacunes qu'il faut corriger. Les citoyens, la solution à l'échelle citoyenne. Il faut corriger tout ce qui est, c'est-à-dire l'utilisation de gaz, des moyens de chauffage pour être à l'abri, notamment des intoxications en monoxyde de carbone et des explosions de gaz, etc. Même c'est-à-dire tout ce qui est lié aux accidents domestiques. Actuellement, donc c'est vrai qu'on déplore voilà, en cette année 2023. Donc, est-ce que vous pensez que l'apport de la Sonelgaz a un petit peu contribué à une baisse quelque part? Parce que c'est vrai que Sonelgaz, sous instruction de Monsieur le Président de la République, avait un petit peu généralisé l'usage des détecteurs. Que peut-on en dire? Oui, alhamdoulilah, tant mieux. Heureusement que la Sonelgaz, elle est là. Donc, cette action, elle a contribué aussi, c'est-à-dire de minimiser des cas d'accident, parce que cette action de doter les domiciles d'un appareil détecteur de monoxyde de carbone, ça a permis aussi, ils ont fait une action d'accompagnement des citoyens, c'est-à-dire de faire une vérification gratuitement. Et ils ont fait le constat de plusieurs
plusieurs problématiques. Est-ce qu'on peut demander gratuitement une consultation, même cette année? Oui, cette année, je pense qu'ils vont la reconduire. Mais les citoyens, la Sonagaz a fait cette campagne, c'est-à-dire accompagner les citoyens et procéder à la vérification gratuitement. Bon, ils viennent, ils constatent les problèmes, ils vous recommandent de changer ça et de mettre ça et de mettre ça. En plus, doter les domiciles, suite à l'instruction du Monsieur le Président, qu'on salue, parce que c'est une décision très importante, le détecteur monoxyde de carbone, c'est un instrument de soutien. De plus, c'est-à-dire la prévention, c'est-à-dire il nous permet de détecter si on a des lacunes, le chauffage, etc., tout ce qui est chauffe-eau, d'avoir une alerte sur la détection de monoxyde de carbone et on procède, c'est-à-dire à aérer et ventiler. Ça vous aidera aussi dans l'accomplissement de vos missions, effectivement. Mais à condition, il faut le savoir comment l'utiliser. Déjà, on parle d'un détecteur monoxyde de carbone. Attention, parce que quand vous allez acheter, vous demandez, c'est-à-dire au monsieur de la crédit du quartier, dotez-moi de détecteur monoxyde de carbone, peut-être qu'il va vous donner un détecteur de fumée ou un détecteur de gaz. Voilà, il faut faire très attention. Il faut être vigilant, donc. Voilà. Il faut bien mentionner et bien lire le guide manuel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un détecteur monoxyde de carbone. Très bien. Et savoir où l'installer. Certains le mettent dans une pièce ailleurs où il est installé le chauffage, le chauffe-eau. Donc il faut mettre à proximité, pas moins entre 1 mètre et 2 mètres, l'installer en haut, pas en bas, parce que les gaz brûlés sont légers, c'est-à-dire... Voilà, ils sont légers, donc ils vont plus haut. Plus haut, exactement. Et il ne faut pas le couvrir avec, c'est-à-dire, des chiffons, des tissus, plastique, parce qu'on a peur, c'est-à-dire de la poussière. Non, il faut le laisser tel qu'il est. Oui. Parce que si on va le couvrir, il ne va pas détecter le monoxyde de carbone. Ça, on l'a constaté l'année passée. Plusieurs citoyens ont commis cette erreur, c'est-à-dire couvrir le détecteur de monoxyde de carbone parce qu'ils ont peur qu'il soit usé par la poussière ou la chaleur. Donc il faut le laisser tel qu'il est. Il ne remplira jamais sa mission comme ça, effectivement. Voilà, c'est des fautes que le citoyen ignore malheureusement. On essaie à travers des consignes émises à travers les campagnes, que ce soit la protection civile, nos partenaires, la SADER, la NAFTA, etc. Donc avec l'Union, on a fait une force. Avec une force, booster cette campagne, et c'est-à-dire avoir un programme élargi jusqu'au mois de mars, parce que c'est toutes des priorités à respecter d'ici le mois d'octobre au mois de mars, Inch'Allah. Espérons, Inch'Allah, parce que les mois les plus beaux où on enregistre plus d'accidents, c'est le décembre, janvier et février, parce qu'il commence pas, il ne fait pas beaucoup froid. Parce que, oui, et cette baisse de température qui pousse les personnes à commettre des bêtises, on dira. Voilà, des bêtises. Mais le comble le plus important, c'est le froid ne tue pas. Oui. Quand on est à l'abri, on est dans sa maison, on a un chauffage, d'accord. Et pourquoi on procède à fermer tout? Pourquoi on bouge tout, des bouches d'aération avec des serviettes hachakoum, des chiffons? Non. Il faut laisser. Cet espace au niveau de la porte principale qui est 1,5 cm est fait exprès. C'est de la prévention. Ça vous permet de renouveler l'air. Il ne faut pas le boucher. Il ne faut pas l'obstruer. Absolument. Il faut toujours laisser. Un petit peu de fraîcheur ne fait pas de mal, vous le dites si bien. Ça ne tue pas, mais en revanche, le gaz peut enlever des vies. Voilà. Le monoxyde de carbone peut tuer, c'est-à-dire selon la concentration. Parce que la spécificité du monoxyde de carbone, si on a le monoxyde de carbone et on a l'oxygène, notre corps il a une affinité vers le monoxyde de carbone plus que l'oxygène, entre 160 fois à 240 fois. D'accord. Donc, quelle que soit la concentration, donc il va produire le monoxyde de carbone, et ça dit c'est là encore. Un peu moins d'oxygène. Beaucoup moins d'oxygène. Beaucoup moins d'oxygène. 160 fois, une fois d'oxygène. Donc, les cellules, c'est-à-dire l'hémoglobine va c'est-à-dire transporter du monoxyde de carbone qui est toxique et qui va commencer, c'est-à-dire à vous donner des alertes. Des maux de tête, des vertiges, une faiblesse, et on commence c'est-à-dire à avoir, c'est-à-dire, on veut dormir plutôt, et certaines fois, ce sont dans un état. Les signes avant-coureurs. Exactement. Donc, à quel moment, c'est-à-dire lequel des signes est vraiment la véritable alerte où il faut vraiment demander secours? Fréquemment des maux de tête, à chaque fois qu'on rentre à la maison, après 10-15 minutes, on aura ces symptômes. Maux de tête, vertige, nausée, hachakom. D'accord. Là, il faut constater que vous avez du monoxyde de carbone, il faut aérer et chercher. D'abord aérer, et si on n'a pas la force, si on est déjà, ça y est, est-ce qu'on doit tout de suite... On doit aérer, appeler fermer et appeler, c'est-à-dire la protection civile ou bien la Sonagaz. Mais directement, c'est la protection civile parce qu'il vous faut déjà l'oxygène, déjà être à l'abri, c'est-à-dire à l'extérieur, déjà on commence la thérapie, c'est-à-dire on commence les soins, avoir de l'oxygène pur. Par la suite, il faut
vous évacuez vers les structures hospitalières et par la suite, on doit suivre chez un spécialiste parce qu'il peut être la nature des troubles de mémoire, des troubles neurologiques, des troubles cardiaques. Faites attention, il est dangereux aussi pour la femme enceinte, pour son fœtus. Oh là là là. Voilà. C'est beaucoup de dangers à relever. Effectivement, y a-t-il un numéro vert justement auquel on peut s'adresser en cas de danger? Le numéro vert, c'est le 10-21. Le 10-21. 10-21, voilà. Très Et bien. le numéro 14 aussi, il fonctionne Le toujours. 14, bien sûr, c'est Voilà. toujours de mise. Voilà. Mais le 10-21, il est à la portée de H24, tous. 7 sur 7. Très bien, très bien. Merci infiniment, C'est moi qui vous Nassim remercie. Barnaoui. On a été ravis de vous recevoir, commandant. Donc, Nassim Barnaoui, vous êtes sous-directeur des statistiques et de l'information auprès de la Direction générale de la protection civile. Merci de nous aider, nous, en tant que médias, à prendre part à cette grande campagne de C'est nous qui vous sensibilisation. Voilà, au monoxyde de carbone qui se poursuit à travers les 48 wilayas. Les 58 wilayas, on est à 58 maintenant. 58 wilayas, voilà. Exactement. C'est moi qui vous remercie. Merci pour les médias de nous avoir accompagnés. C'est-à-dire d'arriver à entrer chaque foyer pour, c'est-à-dire, Inch'Allah, espérer, Inch'Allah, avoir, c'est-à-dire... En tant qu'agent, ou plutôt élément de la protection civile, quand vous regardez les images qui nous parviennent de Palestine, quel est votre sentiment? Tout d'abord, gloire aux martyrs, parce que déjà, en tant qu'Algérien, on a connu, c'est-à-dire pour avoir notre liberté, on a payé cher. Pour avoir notre liberté, on a payé cher, plus de 5 millions de martyrs, notamment juste 17 années, 1,5 million de martyrs. Que Dieu soit avec eux, Inch'Allah, et Rabbi Alham Shuhada. Voilà, le générique de l'émission est parti, ce qui annonce la fin de cette rencontre. Merci infiniment, commandant. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous. Vraiment, voilà, gloire aux martyrs de Gaza. Et à très bientôt. ما بدي منك لكم خلعة ولا لا 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 بدي زنار بين اليوم يامر عيني للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا 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 بدي ملبوس بين